Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Bonjour à nos amis en Haïti, bonjour à nos amis au Canada, Canada français, Québec, etc. Donc aujourd'hui, on va commencer la présentation avec une analyse de Jacques Cheminade, le dirigeant du mouvement Solidarité et Progrès en France, ancien candidat de 1995 et 2012 à la présidence française. Monsieur Cheminade fait une analyse sous forme d'entrevue sur l'Europe actuelle, spécifiquement depuis les résultats des élections en Grèce de cette semaine, donc fin janvier 2015, où les forces politiques anti-austérité ont pris le pouvoir en Grèce. Donc, on écoute ça. D'accord, on y va. Alors, bonjour à tous, je suis Sébastien Périmoni. Aujourd'hui, on va discuter avec Jacques Cheminade. Bonjour Jacques. Bonjour Sébastien. Donc, lors de la dernière campagne présidentielle, tu avais attaqué ce que Hollande a nommé, lui, le monde de la finance. Mais tu avais été plus précis, tu avais parlé du monde de la City et de Wall Street. Et tu avais utilisé un mot, et les mots, parfois, selon ceux qui les prononcent, sont importants. Tu avais caractérisé ce système d'oligarchique, c'est-à-dire qu'une minorité, finalement, exploite et vit avec le travail de la majorité. Alors c'est plutôt illustratif de voir dans les Échos, donc sur le site deséchos.fr, qui est un site qui n'a pas été quand même créé par Che Guevara, qui est plutôt de droite, qui dit richesse. 80 personnes détiennent autant de richesses que 3,5 milliards d'individus. Donc on voit bien ce système oligarchique et les choses vont toujours dans le même sens. Alors on a vu dernièrement les Français, plus de 4 millions, qui se sont mobilisés à juste titre par rapport aux attentats qu'il y a eu contre Charlie Hebdo. Mais on aimerait aussi voir les Français se mobiliser pour ce genre de choses, contre ce système oligarchique, plus souvent. Alors depuis la présidentielle, on peut dire qu'on a l'impression que l'histoire s'accélère quand même, et qu'il y a une double dynamique. Donc une dynamique qui nous conduit droit dans le mur, dont on parlera aujourd'hui, et une autre qui pourrait permettre une sortie de crise. Et en particulier, on l'a vu depuis, comme on l'a développé beaucoup sur notre site, avec la création de la Banque internationale de développement, des BRICS, en juillet dernier à Fortaleza, donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui ensemble se sont coordonnés pour lancer toute une politique de grands projets qui a déjà commencé. Donc on a vu du canal de Nicaragua qui a commencé, tant décrié d'ailleurs par les anciens amis de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale, nos extrêmes gauchistes français. Le nucléaire pour l'Afrique du Sud qui est lancé, le grand barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui pourrait être la double production du barrage des Trois Gorges de Chine, donc c'est quand même quelque chose de très important. On l'a appris ce matin aussi, le chemin de fer entre Nairobi et Mombasa, qui fait partie du chemin de fer transcontinental Est-Ouest en Afrique. Des barrages hydroélectriques au Cambodge, partout en Asie du Sud-Est, des kilomètres de chemin de fer à grande vitesse en Chine. Bref, ce qu'on voit, c'est vraiment une renaissance de l'économie physique dans le monde, dont je pense en Europe, on ne prend pas toute la mesure de cette nouvelle dynamique qui s'est développée et qui vraiment crée un potentiel de sortie de crise par le haut. Et évidemment, malheureusement, de l'autre côté, la dynamique qui nous amène droit dans le mur avec évidemment la guerre au Moyen-Orient, les guerres en Afrique, Centrafrique, Nigeria, tous ces pays où les choses ne s'arrangent pas et où on ne voit pas beaucoup de sorties de crise. Mais avant de parler de tout ça, on voulait revenir sur peut-être l'événement le plus marquant de ce week-end, c'est-à-dire l'élection en Grèce, puisqu'il y a eu la victoire du parti Syriza. Alors, est-ce que c'est un grand moment pour l'Europe? C'est un basculement vers une nouvelle dynamique? C'est quelque chose dont on peut se réjouir? Comment tu analyses ça? Tu as parlé d'un retour à l'économie physique, à la production, à une politique qui sera dans l'intérêt du travail humain. Eh bien, ça n'aura pas lieu, ça ne pourra pas avoir lieu si on ne met pas en échec, si on ne met pas en faillite le système de la City et de Wall Street. Alors, l'intérêt, le résultat de ces élections en Grèce, le résultat de Syriza, c'est que il y a une dynamique qui se trouve amorcée. C'est-à-dire un groupe politique qui est celui de Syriza, qui est Tsipras, mais qui est aussi Panos Kamenos, qui remettent en cause, avec les indépendants grecs, qui remettent en cause le système existant. Iront-ils assez loin ou non? Ça leur est très difficile par eux-mêmes. C'est pour cela que nous devons les soutenir. Alors, ce que pour l'instant disent les institutions européennes, les experts de l'Europe actuelle ou les responsables politiques français,
c'est que annuler la dette grecque serait trop coûteux pour les Européens, qu'on ne peut pas le faire. Et Agnès Benassi-Kéré, qui est présidente du Conseil d'analyse économique en France, tout de même, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, on ne pourra donc qu'abaisser les intérêts un tout petit peu plus, ou allonger la durée du remboursement, en amenant la dette grecque de 175% du produit intérieur brut à 159%. Et on ne le fera que si la Grèce fait des contre-propositions pour continuer avec le système d'austérité. Alors, c'est un chantage absolument incroyable, parce que le programme modéré de Tsipras de dépenser 12 milliards d'euros pour rétablir une certaine justice sociale en Grèce et une politique de l'intérêt du travail, eh bien, ça, ce qu'est en train de dire Madame Benassi-Kéré, mais ce que dit aussi la Commission européenne, ce que disaient les principaux dirigeants européens, et en particulier Mme Merkel et M. Schäuble en Allemagne, c'est non. Ça ne pourra pas être fait. Et ils ajoutent, les Grecs sont dépendants de leurs créanciers, c'est-à-dire la France, de l'Allemagne et du FMI, sont dépendants de leurs créanciers. Athènes ne pourra pas à la fois augmenter ses dépenses publiques et satisfaire ses créanciers. Alors c'est dit de façon particulièrement crue, c'est-à-dire que la justice sociale n'est pas possible en Grèce parce que les créanciers ne le veulent pas. Donc, il y a une situation de défi pour Tsipras, de défi pour le nouveau gouvernement grec, et que nous devons les soutenir, parce que par eux seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Donc nous devons les soutenir, et les soutenir en disant une chose très simple. Quand l'Allemagne se trouvait en crise, en 1950-1953, le 27 février 1953, il a été décidé que 62% de la dette allemande était annulée, un moratoire était de 5 ans accordé à l'Allemagne, et il pouvait payer le reste en 30 ans. Donc, moi je dis, le 27 février 2015, voilà, faisons la même chose pour la Grèce et amorçons le mouvement vers un nouvel ordre économique et monétaire international, vers lequel se dirigent la Chine, l'Inde, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, auxquels la Russie se joint. Allons dans cette direction-là et ne restons pas dans l'Europe qui se fait harakiri, qui est une fausse Europe, avec de faux monnayeurs, et qui prétend de plus imposer l'austérité à tout le monde. Nous devons rompre avec cela. Surtout que c'est ces accords qui avaient eu lieu en Allemagne le 27 février 1953 qui a permis le miracle allemand. C'est tout le paradoxe. Ça a permis le décollage et le miracle allemand. Je pense qu'en heures de travail aujourd'hui, on ne le sait pas, en heures de travail par an, les Grecs travaillent 30% de plus que les Allemands aujourd'hui. Il faut le dire. Une double ironie. Et plus que nous aussi. Ouais. Alors, l'Europe continue sa politique d'austérité. On va voir comment Tsipras réagit à ça. Et sur un autre front également, on voit que la situation et le jeu de l'Europe, qui est de plus en plus dénoncé par la Russie, spécifiquement en Ukraine, commence à se détériorer. On a vu les attentats ces derniers jours à Mariupol, donc le port stratégique de Mariupol, qui fait que là, c'est l'ensemble du pays qui est en train de s'embraser aujourd'hui en Ukraine. Alors, comment réagir par rapport à ça ? Il faut voir les choses dans leur ensemble, de haut. C'est un système financier et monétaire de la zone transatlantique ou atlantiste international, le système du dollar, de la livre, de l'euro et aussi du yen. Ce système-là est aux abois et à la veille de son effondrement. Alors, pour garder le pouvoir, l'oligarchie qui est à la tête, qui conduit ce système, se dit il faut empêcher qu'il y ait quelque chose d'autre qui se dessine du côté de la Russie, de la Chine, de l'Inde, des pays des BRICS, du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, plus d'autres pays qui vont avec ces pays des BRICS, comme la Bolivie, l'Argentine, ou même maintenant le Vietnam ou d'autres pays de cette nature. Donc il faut empêcher que cela se fasse. Pour cela, on porte non seulement la pression économique et monétaire sur la Russie, mais on fait bouger l'OTAN vers l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre la politique de l'OTAN vers l'Est. On avait promis à Gorbatchev et ensuite à Yeltsin, on leur avait promis que si la Russie accepterait la réunification en Allemagne, ce qu'elle a fait, l'OTAN s'étendrait bien entendu en Allemagne de l'Est, mais pas en Pologne, pas en Tchécoslovaquie et pas dans les pays baltes. Or, elle le fait. Et d'un point de vue russe, on peut voir cela comme une provocation. Plus maintenant Maïdan, la révolution de couleur à Maïdan, une de plus. Vous savez, ce que je dis toujours, c'est que la première révolution de couleur, c'était contre le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que de Gaulle s'est mis à vendre les dollars pour acheter de l'or. C'est ce que fait aujourd'hui la Banque de Suisse
C'est ce que font les Russes, c'est ce que font les Chinois, donc menaçant la base du système financier et monétaire international existant, qui est un système basé sur la fausse monnaie et le pillage financier. Alors, ce système qui est opposé à celui de l'ordre existant n'est pas parfait, mais au lieu de rester dans le système existant, un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne devrait dire, nous, avec notre propre politique, nos propres intentions, nous irons avec les BRICS et nous ferons une autre orientation, nous participerons à une autre orientation de l'économie mondiale. Alors c'est ce qu'ont fait les Suisses. Les Suisses ont vu le fameux quantitative easing, c'est-à-dire l'allègement quantitatif de Mario Draghi. Mario Draghi distribuera 1140 milliards en réalité aux banques, en rachetant sur le marché secondaire, c'est-à-dire aux banques, des obligations d'État et des obligations privées. À un rythme de 60 milliards par mois jusqu'en septembre 2016. C'est renflouer les banques, c'est pas renflouer l'économie. Cet argent n'ira pas aux PME, cet argent n'ira pas aux entreprises qui produisent. Cet argent restera dans le système bancaire et cet argent, pratiquement, montre qu'il n'y a plus de solidarité au sein du système de l'euro, puisque la part qui sera donnée aux obligations grecques et portugaises, c'est pratiquement rien, et c'est la France et surtout l'Allemagne qui remporteraient le gros du morceau. Et peut-être encore plus grave, puisque dans la déclaration de Mario Draghi, il dit que la Banque Centrale Européenne elle-même n'émettra que 20% de ces 1140 milliards et que le reste des émissions seront les banques centrales nationales. 80% pour les banques centrales nationales. C'est-à-dire qu'on va demander aux États de faire du crédit pour renflouer les banques. C'est exactement cela, et cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de solidarité européenne. C'est-à-dire que c'est les banques nationales à prendre le risque, et c'est la banque grecque émet de l'argent, c'est au risque de la banque grecque. C'est pas la solidarité européenne qui interviendra, ce qui est absolument scandaleux. On dit Europe, 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 et en fait, on fait quelque chose qui est de laisser chacun se noyer à sa façon. C'est scandaleux, c'est proprement scandaleux. Ce que disait De Gaulle à un moment donné, quand on est avec, et c'était les mots qu'il utilisait en parlant à Léon Pierre Fitte, quand des gens foutres vous mettent dans un système qui vous détruit, il n'y a plus de traités qui tiennent, on doit partir parce qu'on ne veut pas être détruit. Mais est-ce qu'on peut dire que l'euro existe encore, puisqu'il y a une désolidarisation complète des États ? Alors, revenons à ce qu'a fait la Banque nationale de Suisse. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit on ne soutient plus une parité entre le franc suisse et l'euro, qui était un franc suisse 20 pour 1 euro. Et elle a lâché ce soutien. Elle n'achète plus d'euros. Elle pense que l'euro, c'est fini. Et l'euro, c'est fini. La solidarité, comme tu le dis, à l'intérieur de la zone euro, c'est fini. Et le soutien accordé à l'euro par la Banque suisse, c'est fini. Donc, tout d'un coup, le franc suisse a augmenté dans un premier temps de 30 et quelques pourcents, un peu plus de 30%, et maintenant c'est de l'ordre de 20% par rapport à l'euro. Et qu'a fait en même temps la Banque nationale suisse, on ne le dit pas, elle a fait un accord sur la gestion de devises avec la Chine. Donc la Suisse est sortie, sans le clamer trop à la Suisse, du clan de l'euro et du dollar. Et voilà, la voilà suivant une autre politique. Alors évidemment, c'est très défavorable aux exportateurs suisses, mais la Banque suisse saura comment les aider avec le produit qu'elle obtiendra ou dont elle frappera certaines importations, elle financera les exportateurs, et elle a assez d'argent pour financer ces exportateurs. Donc c'est quelque chose de très important qui s'est produit, parce que la Banque nationale suisse, c'est en soi une chose relativement petite, mais d'un point de vue symbolique, c'est très fort. Comme la victoire de Tsipras, quelles que soient par ailleurs les intentions de Tsipras, est petite, c'est un petit pays, la Grèce, mais c'est très symbolique, et c'est très important dans un système où tout se tient. Parce que les faux monnayeurs et les spéculateurs se tiennent tous par la barbichette. Et les va-t-en-guerre. Et les va-t-en-guerre, qui sont leurs émanations, comme on dirait, avec un vocabulaire un peu trop religieux. Donc, voilà. Et il y a cette politique-là qui est remise en cause par deux petits pays. Quand même, la France est un bien plus grand pays. Elle doit avoir beaucoup plus de courage que la Suisse et que la Grèce, et aller du côté d'une autre politique. Le président Hollande le sent. Il a créé l'esprit de Normandie avec le président Poutine, Poroshenko et Merkel. En même temps, il a rencontré le président Poutine à l'aéroport de Vnukovo. À Brisbane, il l'a pris dans sa voiture. Hollande sent qu'il faut calmer le jeu. Et il y a une excellente interview dans la presse suisse, Genève, d'Hélène Carrère d'Ancos, qui dit « Le président Poutine a reconnu
l'intégrité de l'Ukraine et sa souveraineté. Il fallait prendre la balle au bond et dire on calmera les choses en disant voilà, la Russie reconnaît l'intégrité de l'Ukraine, elle a pris la Crimée, mais la Crimée lui appartenait déjà depuis longtemps en réalité, et 90% des gens auraient été pour être avec la Russie et pas avec l'Ukraine. Pour le reste, on peut trouver une solution avec une autonomie pour l'Est de l'Ukraine, une solution fédérale. Et le danger, c'est qu'on met Poutine face à ses propres extrémistes en Russie qui font pression sur lui, les Douguines, les néo-razistes et tous ces gens-là. Donc on est en train, en Europe, d'avancer à l'aveugle, et pour le compte de qui ? Pour le compte d'un système qui n'a rien à voir avec l'Europe, le système financier et monétaire international de la City de Wall Street, et les gouvernements anglais et américains actuels qui le servent. Et tout le débat qu'il y a actuellement aux États-Unis sur les fameuses 28 pages concernant le 11 septembre, sans parler du reste, d'auquel personne n'est au clair sur ce dont il s'est agi. Mais là, c'est quelque chose de clair. C'est 28 pages. C'est le sénateur Bob Graham qui dit « Ces 28 pages sont essentielles parce qu'elles mettent en cause l'Arabie saoudite ». Alors, ce que nous disons, c'est que, de même qu'au Maïdan, en Arabie saoudite, il y a eu une agitation, un terrorisme qui a été financé. Le Pravi Sector au Maïdan, l'extrême droite, et en Arabie saoudite, Daesh, et d'abord Al-Qaïda, puis Daesh. C'est le cas actuellement. Derrière cela, il y a des banques. Il y a des banques qui font circuler l'argent. Et ces banques, elles sont où ? À Londres, dans le Londonistan, et aussi, elles sont attachées à certains services américains qui opèrent aussi de cette façon. Donc, on est en train de créer un état de chaos, et cet état de chaos, c'est ce que le système financier et monétaire actuel, le monde de la City et le Wall Street, cherche à créer pour empêcher qu'il y ait une contestation rationnelle, raisonnable, consciente, contre son empire. Et on a aussi ces grands prédicateurs du djihadisme international qui sont protégés par Londres, dont on a parlé même dans les médias français. Aujourd'hui, c'est connu. Mais je voulais te faire réagir sur... Les idiots utiles des banques. Les idiots utiles. Je voulais te faire réagir sur cette... J'ai retrouvé une citation de Jaurès, je ne te l'ai pas lu avant, mais qui dit, voilà, la seule espérance qui reste, c'est précisément l'immensité même de la catastrophe dont le monde est menacé. Elle est si horrible qu'on hésite même à croire que les plus fous ou les plus scélérats oseront la déchaîner. Est-ce qu'on est dans ce type de situation Oui, où certainement. Ces scélérats peuvent déclencher... C'est dans ces occasions que la France a ce que Jaurès lui-même appelé ses lumineux réveils. Oui, c'est vrai. Et on doit se réveiller. Alors, pourquoi la situation nous offre une occasion, en même temps un grand risque et une occasion, comme diraient les Chinois. Pourquoi cette occasion ? Parce que lorsque De Gaulle, en 1967, en juin 1967, a commencé à transformer ses dollars en or, et qu'il a dit... Je ne veux plus soutenir un système dollar. Le dollar n'est même plus contrôlé par les États-Unis. C'est devenu un dollar de spéculation internationale. Il a voulu le faire. Il était assez seul. On ne comprenait pas très bien sa façon d'agir et la façon dont il procédait par ailleurs. Et finalement, on a réussi à l'éliminer. Et peu à peu, depuis, s'est mis en place un système monétariste, financier, qui a été un système de destruction et de l'économie et du travail humain. Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que nous avons les BRICS, qui ont une autre orientation que celle du système dominant dans le monde transatlantique. Nous avons les BRICS, et nous avons aussi maintenant des pays comme la Suisse ou des pays comme la Grèce, qui sont en état, je dirais, de déserter le Titanic. Et il faut recréer quelque chose qui permettent de redonner la capacité de naviguer, d'avancer au monde. Donc on peut dire qu'on est dans un moment très périlleux, mais un moment unique. C'est un moment unique. Les moments uniques sont toujours très périlleux. C'est pas quand il n'y a pas beaucoup de vent, quand les choses sont tranquilles, qu'il y a beaucoup de risques et il n'y a pas non plus beaucoup d'occasions. Mais nous sommes dans un moment unique et il faut bien comprendre que des choses comme l'indignation d'un peuple et la défense de la République, en ce qui concerne les attentats de Paris. Et en même temps, l'intérêt, et je dirais même un peu plus dans l'aspect positif, des Français pour Rosetta et Philae. Et là, il y a quelque chose qui se dessine pour revenir à un esprit qui était celui, je dirais, de la reconstruction de l'après-guerre. Et aujourd'hui, on doit reconstruire si on veut éviter une nouvelle guerre.
Donc Jacques, peut-être une autre question. En fait, aujourd'hui, il y a des commémorations partout en France, en fait, sur le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Alors, il y a une exposition à Paris sur ces abominations, et en particulier les photos des troupes russes, en fait, qui sont arrivées et qui ont libéré ce camp. Je ne sais pas si tu peux réagir à cet anniversaire-là. Oui. Quand j'avais 20 ans, on ne parlait pas des camps de concentration comme on parle aujourd'hui. Il y avait une certaine chape de plomb, de silence, de peur. Ouais. Et c'est le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais qui, pour moi, a été la prise de conscience de ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui, avec ces photographies prises par des soldats ou des correspondants de l'armée russe, on voit les photos d'Auschwitz réelles, telles qu'elles, comme ça s'était passé. Et là, le choc est encore plus grand et plus fort, parce que on voit comment opérait ce système. C'était un système qui détruisait volontairement les Juifs, mais qui mettait aussi en esclavage le travail humain. C'est-à-dire, quand on arrivait à Auschwitz, les femmes, les filles étaient passées directement dans les chambres à gaz et brûlées, et les hommes et les femmes en état de travailler, on les amenait travailler. Et l'espérance de vie, avec les maladies, avec les mauvais traitements, avec l'absence de nourriture, était de 9 mois, 10 mois environ, comme on peut le voir aussi dans une analyse très précise dans le camp du Struthof. Donc on voit comment il y a une double destruction. La destruction des Juifs pour ce qu'ils sont, il y a aussi une destruction des Roms qui avait lieu en même temps, mais des Juifs principalement, avec la destruction dans les camps, mais aussi la destruction par les Einsatzgruppen, la Shoah par balle, comme on l'a appelé, qui a fait au moins 1,5 million de morts. Et de l'autre côté, la destruction par le travail. Et c'est révélateur d'une conception du travail où on voit le travail comme quelque chose dont on ne tient pas compte de la qualité des travailleurs, de ce qu'ils peuvent apporter. On les utilise comme des bêtes. Et ceux qui organisent ce système sont en dessous du niveau des bêtes. Ils sont dans un état de barbarie et de bestialité abominable. Et aujourd'hui, on voit, à un autre niveau, dans d'autres conditions, mais réapparaître cette forme de barbarie. Vous le voyez apparaître dans ce qui s'est passé dans la région de Goma, et entre le Rwanda et l'ex-Zaïre, et vous la voyez réapparaître avec Boko Haram, vous la réapparaître avec Daesh. Et il faut bien voir que derrière tout cela, comme derrière l'abomination et la barbarie nazie, il y a des monstres de Frankenstein. Cette conception est très importante, c'est-à-dire des gens avec lesquels on a joué, qu'on a mis dans des conditions pour faire cette abomination dont on espère tirer parti pour des raisons ou pour d'autres. Et on crée peu à peu une barbarie dont on ne peut plus sortir, parce qu'il y a des habitudes qui se prennent et elles sont terribles. Donc aujourd'hui, il faut revenir à une politique du travail humain, du développement économique, du respect de la dignité de chacun, et substituer à une logique qui est devenue une logique de conflit et de confrontation, une logique qui soit une vraie logique de développement mutuel et une logique d'attention à l'autre. C'est ce que le traité de Westphalie appelait l'avantage d'autrui. Et il faut revenir à cette conception de l'avantage d'autrui. Or, il est très représentatif, très significatif que quelqu'un comme Tony Blair, aujourd'hui, ait dit en 1999 qu'il fallait mettre fin au traité de Westphalie et à ses conceptions, fin à la notion d'État-nation, et qu'il fallait avoir une autorité qui soit au-dessus et qui exerce un pouvoir en laissant le monde de la City et de Wall Street continuer. Et là viennent les assassins en costume 3 pièces de notre temps, et ces assassins en costume 3 pièces ou 2 pièces, ou même aujourd'hui en ôtant la cravate et en portant la chemise à col ouvert, nous voyons cette logique, cette machine infernale se remettre en place. Et je voudrais vraiment dire qu'il faut réagir. Et les paroles que je tiendrai, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir dans notre pays des gens qui sont des Juifs, qui se sentent de plus en plus dans l'insécurité. Il y a eu 2 fois plus
d'événements antisémites en France, de outrages antisémites, il y en a eu 2 fois plus en 2014 qu'en 2013, d'une part. Et d'autre part, on ne peut pas jeter sur les musulmans et sur les gens qui pratiquent l'islam en général, on ne peut pas jeter constamment un regard de suspicion. Il faut lever tout ça, et pour cela, il faut une politique de l'avantage d'autrui et une politique de paix par le développement mutuel. Et c'est extrêmement urgent, sans cela la barbarie gagnera et gagnera et gagnera chaque jour. Toujours accueillir l'autre avec son plus beau visage, comme tu disais. Oui, c'est à Havre de Père, ça vient du judaïsme. C'est reçois tout homme avec ton plus beau visage. Merci, Jacques. Et c'est logique d'accueil, d'hospitalité qui a fait que nous sommes l'Europe, la vraie, pas cette Europe d'aujourd'hui qui essaye d'imposer aux Grecs un régime absolument insupportable et qui viendrait très vite en Italie, en Espagne et même en France, si ça continue. Merci Jacques Cheminade, j'espère qu'on aura d'autres discussions de ce genre. J'invite tous ceux qui regarderont cette vidéo à s'abonner donc à la chaîne YouTube de Jacques Cheminade, donc, que vous pouvez trouver facilement. Et je vous dis une prochaine fois. Merci Jacques. Merci Sébastien, merci Benoît. D'accord. Bon, eh bien, j'espère que tout le monde a porté une très grande attention à ce que M. Cheminade avait à dire, parce que c'est évidemment une analyse très importante, une analyse aussi très unique, parce que dans la crise dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup d'opportunités. Et le problème, c'est que souvent, les pragmatistes, donc les gens qui se considèrent souvent ce qu'on appelle entre guillemets des réalistes, c'est-à-dire ceux qui en fait le terme réaliste est plutôt un terme pour en fait nommer les gens qui ne veulent pas agir face à une crise. Et en fait, c'est un très gros problème politique, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle d'analyse de la situation politique, on parle souvent d'une énumération de problèmes. Et c'est évidemment pas la véritable approche des gens sérieux. Quand on a une crise, il faut souvent profiter de cette crise pour créer des changements auxquels personne n'aurait pu imaginer avant. Et maintenant que, en fait, avec les élections, le résultat des élections en Grèce et avec certaines choses dont je vais vous parler aujourd'hui, on va justement mettre l'accent sur, en fait, comment se sortir de la crise actuelle. Et en fait, ce dont je vais vous parler maintenant tient environ en 6 points, c'est-à-dire, en fait, des points qui ont été sur lesquels M. Lyndon LaRouche aux États-Unis a beaucoup mis l'accent, notamment le fait que le monde de Wall Street est en faillite totale. Donc, premier point. Le deuxième point est que cette faillite totale du système financier de Wall Street augmente le danger de guerre nucléaire maintenant surtout dessiné entre la Russie et les États-Unis. L'excuse pourrait être l'Ukraine, l'excuse pourrait être la Corée du Nord, le Proche-Orient, on ne sait pas. Mais de plus en plus de gens, justement, sont très inquiets de la situation entre ces deux pays-là. Le troisième point, c'est que Obama, le fameux Barack Obama, a été nommé par M. LaRouche comme étant la personne la plus stupide sur la planète Terre. Donc un nouveau trophée pour Barack Obama, lui qui s'était mérité le prix Nobel de la paix alors qu'il n'avait absolument rien fait pour ça. Là, finalement, M. Lyndon LaRouche lui donne un trophée qu'il mérite amplement. Donc, l'être le plus stupide de la planète qui cherche embrouille avec Vladimir Poutine. Donc, le retrait de Barack Obama de la vie politique dans son entièreté aux États-Unis ou dans le monde doit être fait plus tôt que jamais. Donc, retirer Obama du pouvoir, le destituer, l'envoyer en vacances de manière permanente, peu importe, envoyez-le lire des histoires aux enfants de la maternelle, comme George Bush savait si bien le faire, et on se portera mieux par la suite.
Le quatrième point étant justement les élections en Grèce dont M. Cheminade a parlé. Il a parlé aussi beaucoup là, de cette question de la conférence de Londres de 1953 dont on va reparler brièvement. Mais le fait que, en fait, maintenant, l'Europe est divisée en deux parties. Donc, la partie de ceux qui veulent la quitter et ceux qui veulent y rester, quitte à y mourir, faute de savoir quoi faire. Le cinquième point étant la nécessité, en fait, d'inclure les États-Unis dans la nouvelle dynamique mondiale et de retourner à la tradition hamiltonienne des États-Unis. Donc, en fait, la tradition créée par le penseur et l'économiste et aussi, évidemment, le révolutionnaire américain Alexander Hamilton et donc l'émission de crédits productifs pour le pays des États-Unis, et ce de manière urgente. Et cette politique hamiltonienne est en fait l'opposé direct à la logique de Wall Street, la logique financière qui est en train de détruire les États-Unis maintenant et des nations à travers le monde. À ça doit s'ajouter en fait le rôle des États-Unis dans la nouvelle dynamique des nations du BRICS dont on a parlé, dont on va continuer de parler. Donc le sixième point étant la nécessité que les États-Unis joignent la mobilisation du BRICS, les nations qui sont maintenant en train de changer la dynamique mondiale et de, en fait, utiliser la politique émise depuis déjà plusieurs décennies du mouvement Larouche, c'est-à-dire le concept d'une nouvelle route de la soie, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un pont terrestre mondial, et l'application de, en fait, un accroissement de la densité de flux énergétiques nécessaire au développement constant de l'être humain à travers les générations, ce qui se traduit aujourd'hui dans une politique de développement de la fusion thermonucléaire pour les applications variant de simple production d'énergie à transformation des matériaux, transformation atomique et d'autres applications nécessaires au développement de l'espèce humaine. On peut parler aussi évidemment du voyage, en fait du transport spatial appliqué par la fusion nucléaire plutôt que la simple production chimique. On pourra en reparler tantôt. Il y a plusieurs applications de ces technologies-là. Donc oui, Wall Street. Wall Street est capote. C'est fini. C'est une faillite totale, irrémédiable. Irrémédiable, évidemment, dans le contexte actuel. Donc, selon M. Larouche, il n'existe aucune solution monétaire à l'effondrement du système Wall Street, donc l'effondrement de la spéculation, tout le jeu financier qui s'est fait sur le dos de l'économie réelle depuis des décennies. Donc, il faut arriver à cette conclusion-là le plus rapidement possible et mettre tout ça dans une réorganisation économique totale, quitte à, en fait, couper Wall Street en plusieurs milliards de petits morceaux qu'on va pouvoir mettre à la poubelle par la suite. Il n'y a en fait absolument rien à Wall Street qui vaut la peine d'être sauvé. Sinon, les banquiers, on devrait les sauver et leur donner un véritable emploi pour qu'ils puissent être productifs en tant qu'êtres humains une fois dans leur vie. Et cette crise-là, évidemment, quand on parle de Wall Street, on parle d'un pouvoir impérial britannique. Donc, on parle de certaines banques alliées, par exemple, à la monarchie britannique, alliées, en fait, à un agenda politique impérial qui est en train maintenant d'utiliser l'outil, un outil monétariste, un outil financier, afin de miner la souveraineté des nations. Donc, si ce système-là disparaît, c'est une bonne chose. Cependant, il faut que les nations soient prêtes. Il faut avoir une alternative. Parce qu'en fait, l'alternative dessinée par Wall Street, si on ne sauve pas
leur système financier, c'est la guerre. C'est en fait la guerre entre la Russie et les États-Unis. En fait, la meilleure solution pour détruire non seulement la souveraineté des nations, mais en fait les nations elles-mêmes. En fait, non pas sur le long terme, mais de manière très rapide, une guerre nucléaire étant en fait une horreur qui durerait peut-être 1 heure ou 2 heures, et la planète et l'espèce humaine seraient condamnées elles-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de Barack Obama en premier. Barack Obama est un réel danger pour la sécurité mondiale. On se rappelle son discours de l'Union à la mi-janvier, dans lequel il avait osé parler de reprise économique aux États-Unis, ce qui est sûrement le pire mensonge depuis Dick Cheney et Tony Blair avec leurs mensonges sur les armes de destruction massive en Irak. Dans son discours aussi, Barack Obama avait isolé la Russie, avait vraiment tenté de démoniser la Russie concernant leur rôle avec l'Ukraine, leur supposé, je dis bien supposé, manque de démocratie, etc. Aussi, on peut, quand on regarde les faits récents, on voit que Barack Obama est allé en Arabie Saoudite pour les funérailles du roi d'Arabie Saoudite qui est décédé cette semaine. En fait, l'Arabie Saoudite, un royaume qui est de plus en plus la cible des médias concernant leur rôle dans le financement du terrorisme international et le financement, en fait, de la radicalisation des musulmans à travers le monde, à travers le financement de factions wahhabites, donc qui est le wahhabisme, qui est cette faction extrême de l'islam, en fait une faction très violente et très... c'est vraiment du lessivage de cerveau. Donc, tout ce financement-là, à travers le monde, autant au Canada que dans le Proche-Orient, aux États-Unis, etc. Donc, Barack Obama s'était rendu aux funérailles du roi d'Arabie Saoudite, mais, par exemple, avait manqué les fameuses manifestations à Paris qui ont lieu après l'incident à Charlie Hebdo, l'incident terroriste qui avait tué, on avait vu 12 personnes être tuées dans un événement terroriste. Donc, les Parisiens et les Français au complet, ont manifesté dans les rues contre la fuite en avant vers la guerre et pour le rapprochement, en fait, culturel à travers le monde. Et Barack Obama avait plutôt préféré envoyer une de ses agentes, la fameuse Victoria Nuland, qui travaille au niveau du secrétariat d'État aux États-Unis et qui était la personne, en fait, responsable pour avoir installé en Ukraine un régime politique à saveur ultralibérale et néo-nazi. Donc Obama a préféré n'a pas voulu aller aux manifestations, mais a préféré aller voir son bon ami de l'Arabie Saoudite et en fait réaffirmer les liens entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, ce qui démontre une fois de plus que la guerre actuelle contre le terrorisme en fait est une farce, parce que personne ne va à la racine du problème, et la racine du problème, elle est non seulement saoudienne, mais britannique. Donc, regardons certaines critiques de Barack Obama, des gens qui ont publié des articles dans les 2 dernières semaines dans différents journaux, des gens qui ne font pas simplement critiquer Obama, mais qui en fait expliquent et dénoncent le danger d'une nouvelle guerre froide à caractère nucléaire, évidemment, entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui. Et pour commencer, première personne, un dénommé Leslie Gelb aux États-Unis, qui est le président émérite du Conseil des Relations étrangères de New York, le fameux Council of Foreign Relations, donc qui est un think tank de ce qu'on appelle l'establishment, donc un think tank très haut placé, britannique, américain, etc. Donc, dans un article publié par le Daily Beast le 14 janvier, M. Leslie Gelb, donc qui fait partie du CFR, explique que le président Obama doit purger
son équipe de proches conseillers et faire appel à des responsables à la retraite qui ont une plus grande expérience en matière de politique étrangère et qui s'engagent à écouter et que le président s'engage à écouter ce que ces gens-là ont à dire. Donc, une citation de M. Gelb, il dit, dans son article dans le Daily Beast du 14 janvier, il dit « L'absence d'Obama et de Biden à Paris, donc durant les manifestations là, du 11 janvier dont on a parlé, a montré clairement qu'on ne peut faire confiance à la majeure partie de l'équipe présidentielle d'Obama pour conduire la politique de sécurité nationale des États-Unis et que cette équipe doit être remplacée de suite. » Il continue, « Voici pourquoi l'incapacité des États-Unis à se faire représenter dans la marche unitaire de Paris est si profondément inquiétante. Ce n'est pas que l'absence d'Obama ou de Biden qui a été une gaffe monumentale. Il y a plus. Elle démontre au-delà de toute discussion que l'équipe d'Obama n'a pas l'instinct de base et le jugement nécessaire pour décider de la politique nationale de sécurité des États-Unis pour les 2 prochaines années. Il est tout simplement trop dangereux de laisser M. Obama continuer sur cette voie étant donné la composition actuelle de son équipe et sa manière de prendre des décisions. Les États-Unis, ses alliés et ses amis pourraient se diriger vers l'une des périodes les plus dangereuses depuis l'apogée de la guerre froide. Donc, assez direct, on parle de guerre froide. Donc, sûrement des gens qui se rappellent de ça, la guerre froide, où on a 2 pôles qui se menacent avec des armes nucléaires. C'est pas le meilleur contexte pour le développement. Et c'est pas le meilleur contexte pour un dialogue entre nations. Cette menace-là ne doit pas être ravivée. Donc voici ce que dit M. Gelb du CFR. Et une autre critique importante aussi, Ted Postol, qui est un expert reconnu en armement nucléaire, a quant à lui publié un article dans le Boston Globe le 25 janvier, donc cette semaine, pour en fait déplorer le dangereux manque de confiance et de coordination militaire entre la Russie et l'OTAN, qui risque de transformer une erreur de calcul mineure en Armageddon thermonucléaire. Et en fait, M. Postol prend un exemple en fait de 1995 dans lequel on a failli avoir une confrontation nucléaire basée en fait sur une erreur technique où on avait fait en fait un test en Europe, un test de lancement d'un missile nucléaire qui avait explosé en plein ciel. Et les Russes, en fait, heureusement, ils étaient calmes. Ils n'ont pas parti en guerre, mais c'est le genre d'événement qui, sans le bon type de coordination entre la Russie et les États-Unis, peut mener à un conflit tout à fait inutile et dévastateur. Donc, l'article continue en disant que ces avertissements de M. Postol ont aussi trouvé écho chez 2 anciens sénateurs américains, donc dénommés Sam Nunn et Richard Lugar, qui eux ont écrit dans le Washington Post une tribune conjointe la même date. Donc, ces 2 personnes-là avaient rédigé en 1991 la loi qui prévoyait que les États-Unis devaient aider financièrement la Russie à démanteler et à sécuriser son arsenal nucléaire et ses stocks d'uranium enrichi et de plutonium. En 1991, on se rappelle, c'était vraiment 2 ans après la chute du mur de Berlin, donc l'Union soviétique, après ça, a disparu. Et là, la Russie avait fait certaines ententes au niveau militaire, comme le rappelle la tribune de M. Nunn et Lugar. Donc, et pour terminer, je pense une dernière critique venant de la Russie, pour donner un sens vraiment que les Russes sont inquiets et sont au courant de la situation. Donc, M. Igor Ivanov, le président du Conseil des affaires internationales de Russie, et aussi ancien ministre des Affaires étrangères en Russie de 1998 à 2004, avait prévenu dans un article, encore du 25 janvier, dans le Moscow Times, le Times de Moscou, que la crise ukrainienne est la plus dangereuse, en fait, est plus dangereuse que toute autre crise
survenue lors de la guerre froide. Donc, déclaration très forte en disant que le conflit actuel est pire que toute crise qui s'est produite durant la guerre froide. Donc, il a ensuite demandé aux dirigeants, dans son article, aux dirigeants politiques actuels de faire le nécessaire pour empêcher qu'une guerre nucléaire éclate. Et je cite, « La menace d'un affrontement nucléaire est plus élevée aujourd'hui qu'à l'époque de la guerre froide. En l'absence d'un dialogue politique, dans un environnement de méfiance mutuelle atteignant des sommets historiques, l'éventualité d'un événement imprévu, y compris un accident conduisant à l'emploi des armes nucléaires, devient de plus en plus grande. » Et M. Ivanov termine en faisant un appel pour un dialogue mondial sur la sécurité. Donc voici concernant le danger de guerre nucléaire. Maintenant, tournons-nous vers la Grèce, où en fait une nouvelle opportunité pour le changement vient de naître. Une possibilité pour le changement, non simplement pour les Grecs évidemment, mais pour l'Europe et le reste du monde. Donc les élections qui sont terminées ce dimanche, à laquelle le parti Syriza, mené par Alexis Tsipras, a obtenu 36% des voix, ce qui lui donne à peu près la moitié des sièges, donc 149 sièges sur 300. Et le parti des Grecs indépendants, le parti Anel, mené par Panos Kamenos, quant à lui a obtenu 4,75% des voix, donc 13 sièges. Et maintenant, ces deux partis-là forment un gouvernement de coalition ayant la majorité des sièges. C'est important de rappeler que M. Panos Kamenos, le président des Grecs indépendants, a déjà organisé avec nous, avec le mouvement Larouche, aux États-Unis, il y a de ça environ un an, où lui-même, accompagné de certains de nos organisateurs là-bas, avait rencontré plusieurs membres du Congrès américain concernant la question de la loi Glass-Steagall, donc la loi de séparation bancaire que M. Larouche et son mouvement ont mis de l'avant depuis déjà les années, depuis environ l'année 2008, à partir de 2008 environ. Et aussi, M. Kamenos avait fait une présentation à une conférence de l'Institut Schiller dont le titre était « La Grèce et la ceinture économique de la route de la soie », dans laquelle M. Kamenos, au lieu de simplement énumérer tous les problèmes financiers et les problèmes sociaux, la crise sociale auxquelles fait face la Grèce, avait surtout mis l'accent sur les solutions à apporter, notamment, et j'énumère ici, l'élaboration d'un projet européen de développement basé sur la justice sociale. Déjà là, c'est le monde à l'envers pour l'Europe actuelle. Il continue en énumérant donc une lutte systématique contre la corruption, contre les paradis fiscaux. Ensuite, le traitement définitif de la crise de la dette dans la zone euro, selon un accord européen similaire à celui de Londres en 1953, qui avait à l'époque réglé la dette allemande après la Deuxième Guerre mondiale, et dans lequel, évidemment, comme on en avait parlé dans notre dernière émission, il n'y avait aucune conditionnalité imposée à l'Allemagne, donc en fait des conditionnalités financières de coupure, et on avait mis l'accent sur le développement et la croissance économique physique, non pas la croissance des comptes en banque des grandes banques. Donc, une proposition très forte et très révolutionnaire. Vraiment, encore là, on change la donne du jeu. Et donc, Kamenos continue en parlant aussi qu'il va falloir introduire une taxe sur les transactions financières. Aussi, évidemment, M. Kamenos parle de Glass-Steagall, donc la séparation du secteur bancaire commercial de celui des activités d'investissement. Une lutte systématique contre le chômage, et en particulier le chômage des jeunes. Le rétablissement de l'État-providence et la lutte contre le néonazisme. Très important, parce que quand vous avez une crise économique en Europe, par exemple, les terroristes européens
c'est moins des musulmans, c'est des néo-nazis, c'est des anarchistes, c'est des gens qui, en fait, promeuvent la haine et promeuvent aussi la décentralisation. Et comme on le voit en Ukraine, où les néo-nazis sont en fait les seuls qui veulent sont les seuls qui veulent vraiment joindre la zone euro. Donc, petit paradoxe ici. Donc, et c'est important, je pense, de noter aussi, en fait, il faudrait resituer cette bataille grecque, en fait, dans un contexte historique. Je pense qu'il est très important à mentionner parce que quand on parle de la Grèce, évidemment, on parle de la naissance de la démocratie. On parle de Platon, Socrate, et il y a un dirigeant nommé Solon d'Athènes, qui était en fait un des grands révolutionnaires à l'époque, parce que Solon, quand il était devenu le dirigeant de la Grèce à l'époque, et on était à une époque où on avait en fait une population à Athènes qui était pour la plupart en fait des gens qui étaient soumis à l'esclavage dû à des dettes financières. Donc les gens avaient des dettes et à l'époque, quand on avait des dettes, il était facilement probable qu'on devienne l'esclave de celui à qui on doit de l'argent, donc être esclave pendant un certain temps. Et ce que Solon avait fait en entrant au pouvoir, c'était justement d'éliminer cette dette. De dire, écoutez, c'est ridicule, on ne va pas développer Athènes comme ça. On élimine la dette une dette de l'esclavage. Donc, en prenant ça en tête, et c'était justement un point tournant pour le développement de la Grèce à l'époque, la Grèce antique. Donc, il faut avoir cette idée de Solon à l'esprit. Parce que ce que Solon a fait, c'était d'aller vraiment, il a été contre l'oligarchie de l'époque. Et son but n'était pas de simplement être populaire ou d'être populiste, mais c'était d'agir selon des principes. Donc le mouvement, en fait, on a écrit beaucoup là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il faut voir la situation avec le même œil. C'est-à-dire, on a une situation qui est désespérée. On a une situation où les gens ne savent plus comment penser. Les gens oublient les principes, même veulent les enterrer. Et ce qui se passe maintenant en Grèce, c'est justement, on a déterré les principes. Les principes qui disent que tous les êtres humains sont égaux et qu'ils ont droit à la vie, la liberté, la poursuite du bonheur, comme le dit la Constitution américaine, et qu'ils ont droit au développement. Et que, en fait, le véritable développement international est toujours celui basé sur le développement mutuel. Comme le disait le traité de Westphalie, datant de 1648, l'avantage de l'autre, qui est un principe. Et donc, M. Kamenos, dans sa présentation, a aussi parlait justement de plusieurs projets de développement avec la Chine, des développements portuaires, des développements aussi avec la Russie concernant le pétrole, l'acheminement de pétrole à travers l'Europe. Et donc, le parti actuel, le parti en contrôle en Grèce, donc le parti Syriza, est un parti qui se tourne vers la Russie et vers la Chine, qui est en fait le seul espoir pour la Grèce et pour l'Europe dans son entièreté. Donc, de ce point de vue-là, que doivent faire les États-Unis? Mais comme on le disait au début, Wall Street est en faillite. C'est pas tellement grave. Wall Street représente un système impérial, qu'on mette ça à la poubelle au plus vite et qu'on se concentre sur le développement. Heureusement, les Américains ont une très très grande tradition de bâtisseurs de nations. Les États-Unis, pendant un très long moment de leur histoire, étaient en fait la force industrielle, la force productive la plus compétente à l'échelle mondiale. Et donc, les États-Unis doivent renouer avec cette tradition. Quand on regarde Alexander Hamilton, qui était le premier secrétaire au Trésor américain, et qu'on regarde ces trois rapports qu'il a publiés des discours qu'il a donnés devant le Congrès sur la Banque nationale, sur les manufactures et sur le crédit, sur l'idée de banque nationale,
Et donc, c'est ce que M. Larouche demande à ce qu'on refasse. Il faut revenir à cette tradition-là, c'est-à-dire, comment cela s'exprime exactement. On met Wall Street en faillite, on réintroduit la loi Glass-Steagall, donc on met un terme à cette spéculation et à ce monde de la finance qui est maintenant en train de s'en prendre directement aux populations du monde. Et on doit émettre maintenant un crédit productif, donc émettre une somme dont on pourrait estimer de plusieurs milliers de milliards de dollars investis dans la production. Donc, les États-Unis doivent se munir de nouvelles banques nationales et, par exemple, peuvent redonner naissance à la fameuse Reconstruction Finance Corporation, donc la corporation pour le financement de la reconstruction datant des années 30, créée par le président américain Franklin Roosevelt. Et donc, à travers ce mécanisme, financer rapidement les projets, en fait plusieurs projets d'infrastructure de haut niveau, afin de réorganiser le pays, de créer des emplois nécessaires et de commencer à faire rouler l'économie, mais évidemment ne pas simplement se concentrer sur les infrastructures en soi et la création d'emplois, mais vraiment de joindre avec ces nouvelles institutions les nations du BRICS et de commencer en fait à réorganiser l'économie mondiale basée sur la production physique de biens, de développement scientifique, de nouvelles idées, etc., etc. Donc de sortir de la logique actuelle, c'est pas juste une question financière. En fait, ce n'est pas une question financière, c'est une question morale. Et la bataille que mène le mouvement Larouche maintenant dans la région de la ville de New York, c'est ça la bataille, c'est Wall Street versus Alexander Hamilton. Et en fait, le monde entier va bénéficier de ce retour des États-Unis à une politique saine de développement. Et avec les États-Unis et les nations du BRICS, là, on peut vraiment s'attendre à toute une révolution dans le domaine de l'économie. Donc, je vais terminer là-dessus. Donc, évidemment, on va faire jouer cette présentation-là à notre radio Natif Natal. Et aussi, on va faire jouer cette présentation-là là, sur Internet. Aller diffuser ça là, à nos amis canadiens, français à travers le pays. Donc, il faut bouger rapidement. Comme on en a parlé la dernière fois, la pétition pour le BRICS doit être signée par le monde politique en Haïti comme au Canada et faire sûr que vraiment ce sujet-là prime sur tous les autres sujets. Comme on le disait au début, il faut réorganiser Wall Street, sinon c'est la guerre nucléaire. Donc l'approche hamiltonienne, l'approche de crédit productif, de développement physique, doit revenir au centre des préoccupations et c'est là où le mouvement Larouche est en fait critique, parce que c'est vraiment nous les experts de cette science-là. Et évidemment, c'est surtout nous qui sommes en train de mettre les bouchées doubles pour gagner la bataille. Donc, joignez-vous à nous. Et c'est des questions, je suis prêt à y répondre.
Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Bonjour à nos amis en Haïti, bonjour à nos amis au Canada, Canada français, Québec, etc. Donc aujourd'hui, on va commencer la présentation avec une analyse de Jacques Cheminade, le dirigeant du mouvement Solidarité et Progrès en France, ancien candidat de 1995 et 2012 à la présidence française. Monsieur Cheminade fait une analyse sous forme d'entrevue sur l'Europe actuelle, spécifiquement depuis les résultats des élections en Grèce de cette semaine, donc fin janvier 2015, où les forces politiques anti-austérité ont pris le pouvoir en Grèce. Donc, on écoute ça. D'accord, on y va. Alors, bonjour à tous, je suis Sébastien Périmoni. Aujourd'hui, on va discuter avec Jacques Cheminade. Bonjour Jacques. Bonjour Sébastien. Donc, lors de la dernière campagne présidentielle, tu avais attaqué ce que Hollande a nommé, lui, le monde de la finance. Mais tu avais été plus précis, tu avais parlé du monde de la City et de Wall Street. Et tu avais utilisé un mot, et les mots, parfois, selon ceux qui les prononcent, sont importants. Tu avais caractérisé ce système d'oligarchique, c'est-à-dire qu'une minorité, finalement, exploite et vit avec le travail de la majorité. Alors c'est plutôt illustratif de voir dans les Échos, donc sur le site deséchos.fr, qui est un site qui n'a pas été quand même créé par Che Guevara, qui est plutôt de droite, qui dit richesse. 80 personnes détiennent autant de richesses que 3,5 milliards d'individus. Donc on voit bien ce système oligarchique et les choses vont toujours dans le même sens. Alors on a vu dernièrement les Français, plus de 4 millions, qui se sont mobilisés à juste titre par rapport aux attentats qu'il y a eu contre Charlie Hebdo. Mais on aimerait aussi voir les Français se mobiliser pour ce genre de choses contre ce système oligarchique. Il y a une dynamique qui se trouve amorcée. C'est-à-dire un groupe politique qui est celui de Syriza, qui est Tsipras, mais qui est aussi Panos Kamenos, qui remettent en cause, avec les indépendants grecs, qui remettent en cause le système existant. Iront-ils assez loin ou non ? Ça leur est très difficile par eux-mêmes. C'est pour cela que nous devons les soutenir. Alors, ce que pour l'instant disent les institutions européennes, les experts de l'Europe actuelle, ou les responsables politiques français, c'est que annuler la dette grecque serait trop coûteux pour les Européens, qu'on ne peut pas le faire. Et Agnès Benassi-Kéré, qui est présidente du Conseil d'analyse économique en France, tout de même, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, on ne pourra donc qu'abaisser les intérêts un tout petit peu plus, ou allonger la durée du remboursement, en amenant la dette grecque de 175% du produit intérieur brut à 159%. Et on ne le fera que si la Grèce fait des contre-propositions pour continuer avec le système d'austérité. Alors, c'est un chantage absolument incroyable, parce que le programme modéré de Tsipras, de dépenser 12 milliards d'euros pour rétablir une certaine justice sociale en Grèce et une politique de l'intérêt du travail, eh bien, ça, ce qu'est en train de dire Madame Benassi-Kéré, mais ce que dit aussi la Commission européenne, ce que disent les principaux dirigeants européens, et en particulier Mme Merkel et M. Schäuble en Allemagne, c'est non. Ça ne pourra pas être fait. Et ils ajoutent, les Grecs sont dépendants de leurs créanciers, c'est-à-dire la France, de l'Allemagne et du FMI, sont dépendants de leurs créanciers. Athènes ne pourra pas à la fois augmenter ses dépenses publiques et satisfaire ses créanciers. Alors c'est dit de façon particulièrement crue. C'est-à-dire que la justice sociale n'est pas possible en Grèce parce que les créanciers ne le veulent pas. Donc, il y a une situation de défi pour Tsipras, de défi pour le nouveau gouvernement grec, et que nous devons les soutenir, parce que par eux seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Donc nous devons les soutenir, et les soutenir en disant une chose très simple. Quand l'Allemagne se trouvait en crise, en 1950-1953, le 27 février 1953, il a été décidé que 62% de la dette allemande était annulée, un moratoire était de 5 ans accordé à l'Allemagne, et il pouvait payer le reste en 30 ans. Donc, moi je dis, le 27 février 2015, voilà, faisons la même chose pour la Grèce, et amorçons le mouvement vers un nouvel ordre économique et monétaire international, vers lequel se dirigent
la Chine, l'Inde, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, auxquels la Russie se joint. Allons dans cette direction-là et ne restons pas dans l'Europe qui se fait harakiri, qui est une fausse Europe, avec de faux monnayeurs et qui prétend de plus imposer l'austérité à tout le monde. Nous devons rompre avec cela. Surtout que c'est ces accords qui avaient eu lieu en Allemagne le 27 février 1953 qui a permis le miracle allemand. C'est tout le paradoxe. Ça a permis le décollage et le miracle allemand. Je pense qu'en heures de travail aujourd'hui, on ne le sait pas, en heures de travail par an, les Grecs travaillent 30% de plus que les Allemands aujourd'hui. Il faut le dire. Une double ironie. Et plus que nous aussi. Ouais. Alors, l'Europe continue sa politique d'austérité. On va voir comment Tsipras réagit à ça. Et sur un autre front également, on voit que la situation et le jeu de l'Europe, qui est de plus en plus dénoncé par la Russie, spécifiquement en Ukraine, commence à se détériorer. On a vu les attentats ces derniers jours à Mariupol, donc le port stratégique de Mariupol, qui fait que là, c'est l'ensemble du pays qui est en train de s'embraser aujourd'hui en Ukraine. Alors, comment réagir par rapport à ça ? Il faut voir les choses dans leur ensemble, de haut. C'est un système financier et monétaire de la zone transatlantique ou atlantiste international, le système du dollar, de la livre, de l'euro et aussi du yen. Ce système-là est aux abois et à la veille de son effondrement. Alors, pour garder le pouvoir, l'oligarchie qui est à la tête, qui conduit ce système, se dit il faut empêcher qu'il y ait quelque chose d'autre qui se dessine du côté de la Russie, de la Chine, de l'Inde, des pays des BRICS, du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, plus d'autres pays qui vont avec ces pays des BRICS, comme la Bolivie, l'Argentine, ou même maintenant le Vietnam ou d'autres pays de cette nature. Donc il faut empêcher que cela se fasse. Pour cela, on porte non seulement la pression économique et monétaire sur la Russie, mais on fait bouger l'OTAN vers l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre la politique de l'OTAN vers l'Est. On avait promis à Gorbatchev et ensuite à Yeltsin, on leur avait promis que si la Russie accepterait la réunification en Allemagne, ce qu'elle a fait, l'OTAN s'étendrait bien entendu en Allemagne de l'Est, mais pas en Pologne, pas en Tchécoslovaquie et pas dans les pays baltes. Or, elle le fait. Et d'un point de vue russe, on peut voir cela comme une provocation. Plus maintenant Maïdan, la révolution de couleur à Maïdan, une de plus. Vous savez, ce que je dis toujours, c'est que la première révolution de couleur, c'était contre le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que de Gaulle s'est mis à vendre les dollars pour acheter de l'or. C'est ce que fait aujourd'hui la Banque de Suisse, c'est ce que font les Russes, c'est ce que font les Chinois, donc menaçant la base du système financier et monétaire international existant, qui est un système basé sur la fausse monnaie et le pillage financier. Alors, ce système qui est opposé à celui de l'ordre existant, n'est pas parfait. Mais au lieu de rester dans le système existant, un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, devrait dire, nous, avec notre propre politique, nos propres intentions, nous irons avec les BRICS et nous ferons une autre orientation, nous participerons à une autre orientation de l'économie mondiale. Alors c'est ce qu'ont fait les Suisses. Les Suisses ont vu le fameux quantitative easing, c'est-à-dire l'allègement quantitatif de Mario Draghi. Mario Draghi distribuera 1140 milliards en réalité aux banques, en rachetant sur le marché secondaire, c'est-à-dire aux banques, des obligations d'État et des obligations privées. À un rythme de 60 milliards par mois jusqu'en septembre 2016. C'est renflouer les banques, c'est pas renflouer l'économie. Cet argent n'ira pas aux PME, cet argent n'ira pas aux entreprises qui produisent. Cet argent restera dans le système bancaire et cet argent, pratiquement, montre qu'il n'y a plus de solidarité au sein du système de l'euro, puisque la part qui sera donnée... Plus souvent. Alors, depuis la présidentielle, on peut dire qu'on a l'impression que l'histoire s'accélère quand même, et qu'il y a une double dynamique. Donc une dynamique qui nous conduit droit dans le mur, dont on parlera aujourd'hui, et une autre qui pourrait permettre une sortie de crise. Et en particulier, on l'a vu depuis, comme on l'a développé beaucoup sur notre site, avec la création de la Banque internationale de développement, des BRICS, en juillet dernier à Fortaleza, donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud,
qui ensemble se sont coordonnés pour lancer toute une politique de grands projets qui a déjà commencé. Donc on a vu du canal de Nicaragua qui a commencé, tant décrié d'ailleurs par les anciens amis de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale, nos extrêmes gauchistes français. Le nucléaire pour l'Afrique du Sud qui est lancé, le grand barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui pourrait être la double production du barrage des Trois Gorges de Chine, donc c'est quand même quelque chose de très important. On l'a appris ce matin aussi, le chemin de fer entre Nairobi et Mombasa, qui fait partie du chemin de fer transcontinental Est-Ouest en Afrique. Des barrages hydroélectriques au Cambodge, partout en Asie du Sud-Est, des kilomètres de chemin de fer à grande vitesse en Chine. Bref, ce qu'on voit, c'est vraiment une renaissance de l'économie physique dans le monde, dont je pense en Europe, on ne prend pas toute la mesure de cette nouvelle dynamique qui s'est développée et qui vraiment crée un potentiel de sortie de crise par le haut. Et évidemment, malheureusement, de l'autre côté, la dynamique qui nous amène droit dans le mur avec évidemment la guerre au Moyen-Orient, les guerres en Afrique, Centrafrique, Nigeria, tous ces pays où les choses ne s'arrangent pas et où on ne voit pas beaucoup de sorties de crise. Mais avant de parler de tout ça, on voulait revenir sur peut-être l'événement le plus marquant de ce week-end, c'est-à-dire l'élection en Grèce, puisqu'il y a eu la victoire du parti Syriza. Alors, est-ce que c'est un grand moment pour l'Europe? C'est un basculement vers une nouvelle dynamique? C'est quelque chose dont on peut se réjouir? Comment tu analyses ça? Tu as parlé d'un retour à l'économie physique, à la production, à une politique qui sera dans l'intérêt du travail humain. Eh bien, ça n'aura pas lieu, ça ne pourra pas avoir lieu si on ne met pas en échec, si on ne met pas en faillite le système de la City et de Wall Street. Alors, l'intérêt, le résultat de ces élections en Grèce, le résultat de Syriza, c'est que